Bienvenue sur Campus Channel, c'est l'oral thématique. Aujourd'hui, nous allons parler culture et entreprise, le rôle de la culture dans la transformation économique de la société. Effectivement, depuis plus de 20 ans, le secteur culturel est en plein changement. Quelles sont les compétences requises pour pouvoir travailler dans la culture aujourd'hui? Comment l'aspect créatif des entreprises culturelles peut-il devenir une source d'inspiration plus générale pour le monde de l'entreprise? Et finalement, comment la culture peut-elle jouer un rôle moteur dans la transformation des entreprises elles-mêmes dans le monde économique de notre société? Voici une liste non exhaustive des interrogations qu'on va pouvoir se poser durant ces 40 minutes avec l'ensemble de nos experts. Ils sont au nombre de 4, tous issus plus ou moins de loin encore d'Audencia Business School. Bienvenue sur Campus Channel, vous regardez l'oral thématique générique. C'est aujourd'hui avec donc 4 experts du sujet que nous avons l'occasion d'aborder le thème de la culture en entreprise, la culture et entreprise avec un S. Alors nous accueillons dans un premier temps 2 experts. Donc on a en face de moi Philippe Mérès. Donc vous êtes enseignant-chercheur, vous avez une expertise en art et management. Vous faites tout ça à Audencia Business School. Et on a également Yvan Boudillet, ancien élève, donc alumni de Audencia Business School, également fondateur de The Link, une agence spécialisée dans les passerelles entre start-up et industrie créative. Dites-moi si je me trompe. C'est absolument ça. C'est ça. Ben, bravo, merci d'être avec nous donc pour parler un peu, essayer de balayer les différents enjeux. Il y en a pas mal de la culture et de l'entreprise aujourd'hui. Donc on va parler tout de suite d'entreprendre dans la culture. C'est la première partie de cette orale thématique. Alors, entreprendre dans la culture, moi, la première chose que je me dis, c'est qu'il y a 2 mots importants, entreprendre et culture, et qui ne sont pas forcément, à première vue, très compatibles, en tout cas dans l'inconscient collectif. L'entreprise et la culture, c'est 2 mondes qui s'opposent, non? Alors, c'est 2 mondes qui s'opposent, c'est aussi 2 mondes qui travaillent ensemble depuis très longtemps. Moi, j'ai eu la chance de travailler, par exemple, 12 ans dans une entreprise culturelle dans la musique, un label, EMI et puis Warner, qui était au service d'artistes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise plutôt cette jonction des 2 mondes pour parler de nouvelles startups qui innovent dans la culture, mais aussi des acteurs culturels, des artistes même, des créateurs, qui optent pour une démarche plus entrepreneuriale. Alors on pourra en parler, entrepreneurial, ça sous-entend peut-être un aspect économique, mais moi je pense qu'il y a un sujet très important aussi, l'entrepreneuriat, ça sous-entend aussi la prise de risque. C'est ça aussi qu'on entend. Et là, je pense que là, il y a beaucoup de choses à aller chercher aussi du côté de l'art, parce que l'art et le risque, ou en tout cas, aller vers l'inconnu, c'est aussi un peu ce qu'on attend d'un artiste. Et c'est ça qui est en train aujourd'hui d'arriver, je pense par la technologie, mais pas seulement. C'est plein d'autres formes aussi économiques et sociales qui sont en train d'émerger. Je pense qu'on est plutôt sur le micro-entrepreneuriat quand on parle d'entrepreneuriat culturel, parce que le fait d'avoir des entreprises qui travaillent dans la culture, ça existe depuis je pense, à peu près le début du siècle passé, des entreprises dans les industries phonographiques, la musique, les industries du cinéma, qui se sont très vite agrégées autour d'innovations technologiques et techniques. Voilà, je pense que, en tout cas, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que des entrepreneurs et des acteurs créatifs et culturels peuvent parler le même langage et pas se regarder en chien de faïence en disant moi je suis là pour éveiller les consciences ou pour amener de l'art et moi je suis là pour générer des profits. C'était le cas, alors est-ce qu'on peut dater un petit peu aussi ce changement? Ce pivot C'est daté, comme le dit Yvan, c'est les industries créatives avec l'industrie de développement des grosses technologies comme le cinéma ou la phonographie, bien sûr, ou même la photographie, encore précédemment, ont généré des industriels. Mais c'est vrai que ce qui est nouveau, et ça je dirais que ça date 15-20 ans. Ça a commencé, si on est très synthétique, avec le développement de la publicité, qui était le premier à faire la réunion entre l'art et l'argent, pour reprendre le titre d'une expo à Beaubourg qui avait fait date, l'art et l'argent. Et donc, il y a un moment où on commence à se dire que finalement ça peut faire bon ménage, mais plus que penser entrepreneuriat dans le sens valeur économique et bénéfice et profit, il faut effectivement, je pense, plutôt penser entrepreneuriat comme innovation, comme fer de lance de l'innovation, y compris dans la société. Et bien sûr, ça s'est accentué avec l'arrivée des technologies, mais déjà dans l'état d'esprit, c'est là que se réunissent peu à peu les acteurs qui traditionnellement, en France en tout cas, étaient assez séparés, avec la vision il y a des choses marchandes qui sont
moins bien que des choses désintéressées qui seraient plus culturelles. Et cette réunion-là, oui, on peut dater d'il y a 20 ans, 15 ans, et puis depuis 10 ans, ça devient quelque chose de très répandu, très courant, avec beaucoup de secteurs qui se développent différemment, beaucoup d'acteurs. Je crois que ce qui est important, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus d'un côté le gestionnaire qui va penser contrôle de gestion, qui va penser optimisation des coûts, optimisation des profits, choses comme ça, et puis de l'autre côté les créateurs qui, eux, ne s'en soucieraient pas. De plus en plus, il n'y a qu'à penser aux nombreuses petites troupes de théâtre ou de spectacles vivants, petits groupes de musique qui se professionnalisent et qui sont obligés de penser simultanément leur création et ce que ça génère comme valeur. Que ce soit de la valeur financière, que ce soit de la valeur en termes de public, que ce soit de la valeur en termes de réseau avec l'écosystème local. Absolument. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui est mondial ou est-ce qu'il y a une spécificité française dans ces changements-là? Je dirais que c'est un phénomène qui est absolument mondial, puisque aujourd'hui, les outils aussi de création et les outils de diffusion de la création par Internet, mais pas qu'Internet, le numérique au sens plus large, même les logiciels de création audiovisuelle et musicaux, par exemple, ont ouvert cet accès à des outils qui permettent aux acteurs créatifs de se professionnaliser par eux-mêmes, voire de monétiser par eux-mêmes, voire d'amener des nouveaux modèles par eux-mêmes. Mais il se trouve que, par exemple, en France, on a une spécificité qui est à double tranchant, j'ai envie de dire, puisqu'on a un héritage patrimonial et cette idée de l'exception culturelle qui est un héritage, qui fait qu'on était peut-être un peu moins en avance sur cette logique d'entrepreneuriat culturel, et grâce à l'action d'acteurs publics, tel que le ministère de la Culture, qui a initié depuis quelques années un forum de l'entrepreneuriat culturel, des acteurs privés, des écoles comme Audencia. Je pense qu'on est en train de, disons, on avait quelques pas de retard, et on est en train de se tourner vers le futur, c'est un peu le retour vers le futur, mais à grande vitesse, comme on sait le faire, parce qu'on a tout cet héritage aussi culturel, à la fois un maillage entre associations, milieu associatif, les villes aussi qui sont très à la pointe de ces sujets-là, et certaines villes en particulier. Comme Nantes, évidemment, c'est pas pour rien qu'Audencia est basée à Nantes. C'est vrai que Nantes, on parlait d'il y a 20 ans, effectivement, Nantes développe le branchement de la culture sur l'économique et sur le développement d'une identité territoriale. Et Audencia étant installé là, mais se développant là, c'est effectivement pas par hasard que depuis maintenant 2003, la première année de cette spécialisation en management de la culture, que Yvan a fait donc en 2003 au tout début, ça nous fait donc depuis 15 ans maintenant qu'Audencia est une école qui développe ça, on va dire à la pointe, peut-être pas mondiale, mais qui est à ce moment-là dans les précurseurs de se dire on va penser l'intersection entre management et culture d'une façon dynamique, créative et effectivement ancrée dans le tissu nantais qui est très dynamique, très innovant. Et là, on peut dire au niveau mondial. Nantes est devenu un modèle. Aujourd'hui, je pense qu'on a cette capacité à agréger au niveau local, pas des quartiers, mais surtout des villes, ce type d'initiative d'entrepreneuriat culturel. On a de plus en plus d'espaces, des lieux de création qui tendent aussi à devenir des incubateurs où tous ces talents se croisent, technologiques, culturels et sociaux. Donc l'échelle des villes est un peu le laboratoire, et grâce aux outils Internet, on a la capacité à toucher le monde. Et en plus, on a un maillage au niveau global, mondial, avec des Netflix, Spotify, l'ère de l'accès, les grandes plateformes qui tendent à donner l'accès au contenu et aussi à toucher l'audience. Donc c'est un peu ambivalent. Donc pour répondre un peu à votre question, c'est pas qu'une question de pays, c'est plutôt une question d'échelle, le sujet. Et moi, je tiens beaucoup à cette échelle locale et des villes, parce qu'il y a encore aussi un côté un peu volontariste, c'est-à-dire d'action culturelle, qui permet de donner du sens à l'entrepreneuriat culturel. Parce que l'entrepreneuriat culturel qui ne serait que, on va dire, drivé, alors en français, qui serait que piloté et insufflé par des logiques économiques au niveau global, on perdrait un peu cette... Donc l'action des villes est très importante. Je pense, oui. Que signifie pour vous entreprendre dans l'économie créative? Est-ce qu'on entreprend de la même manière dans l'économie créative que dans n'importe quel autre secteur? Vous qui avez du coup fondé une start-up dans cette économie-là? C'est différent, fondamentalement parce que oui, on doit regarder son compte d'exploitation, on doit intégrer des données économiques dans le développement de son activité, donc avoir une certaine maturité par rapport à ça, mais ce n'est pas le seul critère de choix, de sélection, de stratégie, et aussi pour un peu juger où on en est dans le cheminement de développement. Moi, je ne cherche pas
on va dire, à développer le plus grand profit possible. J'essaie d'avoir le plus d'impact, ce qui est un peu différent. Donc on pourrait avoir le même type de discussion, je pense, sur des entreprises sociales, à caractère social. Le caractère culturel, il est quand même lié à un attachement très profond à des valeurs qui sont la culture, on ne va pas se lancer dans une définition de la culture ici, mais moi je suis très très attaché à la musique par exemple, et le fait d'avoir la chance de pouvoir voyager dans le monde entier à la rencontre des entrepreneurs culturels et dans la musique et dans l'innovation, ça a tellement de valeur pour moi. Je pense que je n'aurais pas la même trajectoire et les mêmes émotions si je travaillais dans d'autres secteurs qui sont un peu plus, pour moi, on va dire, mécaniques et où le critère est plutôt le résultat et le bas de ligne. Moi, on a encore un peu la tête dans les étoiles dans les secteurs culturels. Mais je pense qu'il est vraiment intéressant ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir la tête dans les étoiles et les mains sous le capot. Je n'ai pas dit les pieds sur terre, mais les mains sous le capot, j'entends vraiment dans l'exploration, l'expérimentation de nouveaux modèles, de nouvelles formes de création, de nouvelles formes de diffusion. Tout est encore à faire, c'est ça ? Tout est encore à faire. Et c'est difficile aujourd'hui, quand on est un jeune diplômé, d'avoir envie et en tout cas de se donner les moyens de développer un projet dans ces industries créatives et culturelles ? Alors, à partir du moment où effectivement il y a une passion, et effectivement on a de plus en plus d'étudiants qui demandent à trouver à l'intérieur d'une business school un endroit où développer des compétences d'entrepreneur, de manager, qui ne sera pas déconnecté de passion, d'investissement qui l'emmène plus loin que le capot, vers les étoiles. Et donc, Audencia, pour ça, a développé des formations qui s'adressent à ces étudiants et qui sont de plus en plus nombreux à les demander, comme par exemple la spécialisation culture, qui veut dire management des institutions culturelles, un master d'entrepreneuriat dans l'économie créative, un master musique qui se monte. Donc il y a de plus en plus de formations, il y a des parcours proposés depuis le début de l'entrée à l'école, qui ouvrent les étudiants qui le souhaitent à ces parcours plus orientés sur la culture, ou tout récemment sur le luxe qui va s'ouvrir, et qui leur permettent, dès leur arrivée à l'école, à pouvoir se frotter à ces manières de se former qui vont pas séparer, qui vont relier les disciplines techniques de finance, de gestion des ressources humaines, de stratégie, etc., et de les relier à le culturel en gros, c'est-à-dire ce qui va être une motivation plus d'ordre effectivement d'impact, d'avoir un impact sur la société, sur la culture, ça va être lié souvent à du solidaire, effectivement, des choses comme ça. Donc oui, on offre. Est-ce que c'est plus difficile, pour revenir à votre question ? Faut peut-être poser la question à Yvan, mais je ne crois pas que ce soit plus difficile, apparemment on en a fait le choix. C'est peut-être plus difficile à cause de... Avec le recul, peut-être qu'il dira que c'était facile, mais... J'ai envie de vous dire que ce qui aurait été difficile, ça aurait été l'inverse. Ça aurait été de ne pas le faire. Donc, pour vous, en tout cas. Pour moi, en tout cas, personnellement. Je visais ce parcours dans la musique. Je m'intéressais vraiment à l'industrie musicale, en plus de ma passion personnelle pour la musique et toutes les vibrations que ça me procure. Je lisais beaucoup et quand j'ai passé les concours pour rentrer à Audencia, c'était déjà dans mon pitch auprès de l'école. Je veux travailler dans la musique et je veux concilier tout ça avec une formation dans le management. Vous auriez pu garder ça dans le champ de la passion du personnel ? D'autres amis, j'ai eu beaucoup ce débat avec plein d'amis et de camarades de promotion qui disaient, moi je veux garder ça comme mon jardin secret. Après, c'est vraiment des choix et par contre, il faut être préparé. Moi, quand je donne des cours ou que j'interviens auprès des étudiants, je leur dis attention, ce choix-là, c'est un choix qui doit être a priori très volontariste et il faut que vous soyez capable d'assumer que votre passion va devenir votre travail et l'inverse, que votre travail va devenir votre passion. Avec tous les risques que cela comprend. Avec tous les risques que cela comprend. Peut-être des heures en plus, peut-être parfois des désillusions, des déceptions qui touchent à l'affect, et au-delà de l'affect professionnel. Donc et aussi, parfois, attention, c'est un autre sujet, mais peut-être des produits culturels que vous n'appréciez pas tant que ça. Ouais. Et pourtant, ça reste passionnant. C'est-à-dire qu'on découvre des nouveaux publics et on devient peut-être un peu plus tolérant aussi d'un point de vue culturel, mais bon. En tout cas, c'est assez particulier de mélanger tout ça, mais ça peut arriver dans le sport, ça peut arriver dans l'automobile, il y a plein d'autres champs de passion.
En tout cas, dans la culture, je pense que c'est particulier aussi parce qu'on, de facto, on se projette avec peut-être des salaires, c'est peut-être pas un sujet dont on doit discuter ici, mais qui ne sont pas forcément les mêmes on va parler de tout ça. Qui sont pas forcément les mêmes que dans d'autres secteurs d'activité ou d'autres compétences qui sont tout à fait aussi utiles. La finance, le contrôle de gestion, le marketing sont nécessaires. Effectivement. Et ça, c'est un choix après. Transition toute faite du coup pour parler un peu plus terre à terre de ce qu'implique travailler dans la culture. Ça sera du coup l'objet de notre deuxième partie, travailler dans la culture. On accueille pour cela deux autres intervenantes, Carole Lerendu, Martha Abad-Gribert. Merci de nous suivre. À tout de suite pour la deuxième partie de cette orale thématique. Donc bienvenue dans cette deuxième partie d'émission consacrée à la culture et à l'entreprise. Donc travailler dans la culture, ce n'est pas exactement la même chose que travailler dans un autre secteur. Cela implique souvent des formes de travail atypiques. On va en parler tout de suite avec deux autres expertes qui nous ont rejoints, Carole Lerendu et Martha Abad-Gribert. Donc pour citer vos activités, Martha, vous êtes responsable du département communication et culture à Audencia Business School. Exactement. Bienvenue. Et Carole, vous êtes enseignante-chercheur, responsable de la chaire de recherche RH et innovation sociale dans la culture également à Audencia. Merci d'être avec nous du coup pour témoigner et puis surtout débattre de ces sujets très intéressants. Donc on va commencer du coup par peut-être Carole, quelles sont pour vous les caractéristiques du travail dans la culture ? Alors, le travail dans la culture, c'est déjà une façon, comme le disait Yvan, et pour rebondir avec le débat précédent, un mode d'investissement différent, très passionné, beaucoup dans l'affect, beaucoup dans l'engagement personnel, les convictions, les valeurs, l'adhésion au projet. Donc, on a une spécificité de l'engagement. Avec, comme il le disait, la tête dans les étoiles. Donc, effectivement, une passion qui devient un travail. Ça, c'est une des grandes caractéristiques. Et derrière, on a des caractéristiques d'emploi qui sont des temporalités plus courtes de contrat, qui sont une pluriactivité. Souvent, on fait 3 à 4 activités en même temps, statistiquement. Mais pas sur le mode subi. Les slasheurs le vivent en mode très très proactif et souhaitant avoir une trajectoire professionnelle organisée de cette façon-là. Donc on n'est pas forcément sur quelque chose qui est contraint en fait. Et puis on est sur, après des socles de rémunération, là encore ça a été dit précédemment, mais qui sont différents, mais qui ne sont pas des facteurs bloquants en fait par rapport au choix d'activité professionnelle. Et ensuite, c'est la cohabitation avec le milieu artistique, avec des professions culturelles, des professions non culturelles. Donc on a une hybridation des choses, on a une aspiration à la contribution à quelque chose de sacré. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour identifier si on est fait ou pas pour travailler dans le secteur culturel. Est-ce que ça veut forcément dire que quand on veut se destiner à des carrières dans le culturel, on doit s'attendre à de la précarité ? Alors statistiquement, on a 2 fois plus de contrats courts, ce qui n'est pas forcément de la précarité, puisqu'on a le fameux statut de l'intermittence en France, qui concerne les professions techniques, les professions artistiques, qui sont des professions de choix. Donc l'interprétation simple statistique est biaisée. Par nature, une des grandes parties, un des grands pans de l'activité et de l'emploi culturel sont des activités sur contrat court. Voilà, donc en réponse, non, ça n'est pas contraint ni subi pour la plupart. Donc du coup, quand on sort d'une école comme Audencia par exemple, ou d'autres écoles, et qu'on veut se destiner à des carrières dans le culturel, il faut développer toute une série de compétences qui ne sont pas forcément des compétences d'un diplôme très très formel, mais des compétences d'adaptabilité aussi peut-être, notamment qui sont dues à cette flexibilité inhérente à ce secteur. Oui, complètement. Et Audencia, elle a développé justement toute une série, donc Carole, elle pourra en parler, toute une série de mesures pour développer des compétences très concrètes qui vont servir effectivement dans le monde, les secteurs culturels et dans tous les autres domaines aussi. Mais en revenant au public qui va travailler dans la culture, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça va être des personnes qui vont avoir plus de diplômes que dans l'ensemble de la population active, où il y a 22% des personnes qui ont par exemple un bac plus 3, et dans la culture, ça va être 43% qui vont avoir bac plus 3 et plus. Et c'est aussi, comment on peut dire, ça va être aussi accentué par les femmes qui vont être surdiplômées et aussi par une origine des personnes qui travaillent dans la culture,
qui viennent surtout de foyers de cadres. Donc c'est quelque chose qui contraste avec, mais bon, qui montre la passion des personnes qui vont être dans ce secteur par rapport aux rémunérations et au type de travail. Donc, normalement, c'est vrai que les contrats précaires, c'est quand on a moins de diplômes, etc. Donc là, il y a quand même une particularité à ce secteur et vous pouvez en témoigner, Carole. C'est effectivement la surqualification, comme le disait Martha. Et pour rebondir sur les compétences que tu évoquais, ce qu'on montre bien dans les différentes études qu'on peut faire avec la chaire de recherche, c'est qu'on doit de plus en plus aller sur de la polycompétence, c'est-à-dire on a un socle d'expertise. Après, on doit être capable d'aller sur les fonctions support, sur l'entrepreneuriat, sur la communication, la distribution, la diffusion, le numérique. Et on doit, ça c'est un peu quelque chose qui se dégage depuis, je dirais, 3-4 ans, être sur des approches très intersectorielles maintenant et très interdisciplinaires. Ce qui est nouveau et qui correspond à la stratégie d'Audencia d'aller sur l'hybridation des compétences, puisque dans les formations que nous montons, on va largement inciter nos étudiants à aller regarder du côté des loisirs, du tourisme, du divertissement, du sport, de façon à construire leurs projets sur un territoire en lien avec l'ensemble des activités et des acteurs du territoire. C'est-à-dire qu'on peut être passionné de musique, mais être amené du coup à travailler dans d'autres secteurs culturels. Tous les projets en appel d'offres actuellement se montent avec une dimension soit santé, soit sociale, soit action culturelle. Et donc les artistes doivent apprendre aussi à développer ces compétences de transmission, doivent apprendre à dialoguer avec d'autres disciplines, avec d'autres secteurs d'activité, mais aussi les porteurs de projets qui sont nos étudiants qui ont été formés pour de l'ingénierie culturelle, pour de l'administration culturelle, doivent être en capacité effectivement d'aller à changer de sphère et pouvoir se placer et développer leurs compétences. Okay. Et quelles sont ces différentes disciplines, ces différentes sphères qui sont porteuses aussi d'emploi? Alors, les sphères porteuses d'emploi, l'édition qui effectivement a été un peu malmenée avec, depuis une dizaine d'années, moins 30%, est quand même le premier porteur d'emploi culturel actuellement. Continue à être, et qui là commence à changer grâce au format, au nouveau format, au développement de nouveaux formats. Pardon. Non, je t'en prie. Sinon, l'audiovisuel, l'audiovisuel, bien sûr, est un des grands secteurs. Le spectacle vivant, on a aussi tout maintenant, la partie vraiment, on a de l'industrie musicale, on a de l'entertainment, on a de la porosité en fait entre ce qui est de l'ordre du loisir et de l'offre purement culturelle qui auparavant était dissociée. On pense de plus en plus les choses, je dirais, ensemble sur un territoire et ce qui remet en cause les débats qu'on avait il y a une vingtaine d'années sur la conception d'une vision très politique publique culturelle et de l'autre côté un monde marchand. On est maintenant quand même dans un croisement, une période de croisement, une période de mutation. Et il faut préparer nos étudiants à aborder ces mutations. Alors, y a-t-il des dangers? Est-ce qu'il y a des dangers qui sont inhérents justement à cette économie créative? Moi, je pense qu'il y a plutôt d'opportunités. Par exemple, un autre secteur qui est en plein développement, ça va être le secteur de l'édition des jeux vidéo, que ça, porté par des grands studios français et aidés un peu par les circonstances de la mondialisation. Eux, ils ont su trouver leur place et développer un marché qui était inconnu il y a quelques années et qui n'était pas développé. Et maintenant, ça va être quelque chose qui est en plein développement et qui va permettre de proposer d'opportunités et des richesses dans le futur. Donc, je pense qu'il faut le voir comme ça, comme un terrain d'opportunités dans le futur. Et à Audencia, vous avez une offre dans tous ces domaines-là? Oui, justement, nous venons ça va ouvrir à peine une majeure, une spécialisation production et création audiovisuelle, justement centrée sur la production 2D et 3D. Nous venons d'ouvrir aussi, il va ouvrir un parcours gaming. Et bon, il y a d'autres parcours aussi qui montrent ces nouvelles opportunités dans ce secteur, comme le secteur luxe, un parcours luxe. Et donc, c'est vrai que tout ce qui est... avant, peut-être, on pouvait considérer la culture comme quelque chose de limité, mais maintenant, il y a un éventail d'opportunités et de choix que nous sommes en train de développer.
Très bien. Bah, écoutez, c'est la fin de cette deuxième partie. Nous allons tout de suite aborder les différentes évolutions de ces industries culturelles et créatives. On va être rejoint du coup par Yvan, qui était là en première partie, du coup, qui va nous donner son témoignage aussi en tant qu'entrepreneur. Merci beaucoup, Martha, d'avoir été avec nous. Merci. Et quant à nous, à tout de suite pour la troisième partie. Bienvenue dans cette troisième partie consacrée aux évolutions des industries culturelles et créatives. Avec nous du coup pour en parler, deux experts, donc Carole qui restait avec nous, ainsi que Yvan Boudillet, donc vous étiez là en première partie pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc vous êtes alumni d'Audencia, mais également expert du numérique et entrepreneur dans le domaine culturel, dans la musique notamment. Alors on va parler des évolutions qui vont impacter et qui impactent déjà ces fameuses ICC. Alors déjà j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est une ICC ? Oula. Pour ceux qui ne... Déjà, qu'est-ce que ça implique comme type d'entreprise, etc., etc. Alors, soit on a une approche sectorielle qui permet de se dire, ça rassemble des industries déjà préqualifiées qu'on connaît, alors la musique, l'édition, donc le livre, et le cinéma, on va appeler largement l'audiovisuel, le spectacle vivant incluant le théâtre. Et là, on commence à se poser des questions. Patrimoine, ça c'est sûr. Musée, archi, est-ce qu'on inclut le design, est-ce qu'on inclut la mode? En gros, on en est à peu près là. Est-ce qu'on inclut le à la journalisme? marge. Et le jeu vidéo qui est très important aussi, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Le jeu vidéo qui est, je pense, un des secteurs les plus intéressants, en tout cas à la croisée de tous ces mondes-là, puisqu'on est dans de la programmation, de l'audiovisuel et du narratif et tout ça. Donc c'est un périmètre qui est très large. Assez large. L'artisanat, est-ce qu'on inclut l'artisanat d'art? Est-ce qu'on inclut la facture instrumentale, les instruments de musique qui ne sont pas dans les codes classiques? Oui. Et tous ces domaines, si différents soient-ils, sont touchés, impactés par des évolutions qui sont du même ordre en fait? Le point commun, c'est la mutation numérique qui est arrivée. Enfin, c'est un peu tarte à la crème d'en parler. Ça fait déjà tellement longtemps maintenant que voilà, on n'est même plus dans cette mutation-là. Mais ça évolue encore. Après, voilà, ça a changé complètement certains métiers. Ça en a créé des nouveaux. Ça a amené une évolution des compétences. Dans toutes les compétences attendues maintenant, de toute façon, il y a une dimension numérique. Donc, c'est complètement transversal, au-delà de socles de métiers très spécifiques qui peuvent exister sur ce domaine-là. Donc, ça a vraiment radicalement changé les pratiques, que ce soit dans la captation, la diffusion, l'accès au public. Évidemment, on n'assiste plus à un concert de la même façon, on le voit bien. On est sur de la retransmission en direct, on est sur une commercialisation de ce concert qui ne se faisait pas auparavant. On est dans un mélange des genres aussi, c'est ce qu'on expliquait auparavant, mais même sur les plateaux artistiques, on est vraiment sur des mélanges. On peut avoir du mannequinat qui côtoie de la musique, qui côtoie des arts visuels avec un graphiste qui intervient en même temps. Donc on est sur une porosité des pratiques. Je pense que ça, c'est une des caractéristiques de l'évolution des ICC et sur des mondes qui sont en train de se rencontrer. D'où l'intérêt d'être intersectoriel, ce que vous disiez. D'être intersectoriel aussi pour s'inspirer des autres secteurs culturels, aussi parce que l'usage, je pense que la révolution principale au-delà du numérique, c'est qu'on est dans une révolution de l'usage, et donc de l'usager, et donc du spectateur, on appelle ça comme on veut. Je pense la clé, surtout dans la dimension, la perception française du secteur culturel, qui est très dans la politique de l'offre, donc la culture qui vient d'en haut et qui va vers le bas. Maintenant, c'est l'inverse. Eh ben justement, je ne pense pas, mais moi je pense que c'est une question d'interface, et qu'on est dans l'accès, et donc potentiellement dans l'accessibilité. S'il faut résumer, Netflix, Spotify, YouTube, c'est de l'accès illimité, presque gratuit. Donc on n'est même plus sur des problématiques de valeur, mais du contenu culturel, mais dans la valeur de l'expérience que ça génère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on est sur YouTube, on peut potentiellement regarder un bout de concert, regarder du stand-up, on appelle ça des youtubeurs, mais c'est de l'humour, on va appeler ça, et après enchaîner avec de la cuisine, n'importe quoi. Et tout est là à disposition. Et les gens se font leur propre leur journée au sens américain, mais aussi c'est leur propre journée, parce qu'ils passent leur journée là-dessus, dans des moments, des contextes. Et je pense que du coup, il faut qu'on s'habitue à tout ça, que cette porosité entre les secteurs culturels, elle existe par l'usage. Quand on va au musée, on peut potentiellement écouter de la musique en même temps. Quand on est en train d'avoir une expérience de jeu vidéo, là récemment, une expérience dingue de Fortnite, qui est le jeu qui est en train de tout exploser au niveau mondial. Il y a un DJ qui est venu jouer en plein milieu de ce jeu-là de manière assez impromptue. Il a réuni 10 millions de personnes, vous voyez, un live là-dedans. Donc c'est pas qu'il faut s'y habituer, mais en tout cas c'est comme ça. Et c'est l'usage qui est la clé de voûte. Et je pense que du coup ça bouscule encore plus l'établissement au-delà des formes et des modèles économiques, c'est que ça interroge même du coup qu'est-ce que la culture d'un point de vue de la création vers le public. Parce que le numérique, il a donné un peu les clés au public de faire tout ça, et il a donné les clés aux artistes de rentrer en direct, d'avoir une relation sans intermédiaire avec le public.
Et là, du coup, moi, je gravite dans pas mal de conférences dans le monde. Là, je reviens de South by Southwest, qui était à Austin. Ça parle beaucoup de cette notion de get rid of the middleman, de désintermédiation. Et moi, j'aime bien un peu faire mon disrupteur de la disruption, c'est-à-dire j'aime bien dire que ça, c'est pas une bonne idée, en fait. C'est-à-dire que le consommateur, l'usager, soit lui-même acteur, en fait, oui, c'est-à-dire de dire qu'entre l'artiste et le public, il va plus avoir de frontières, parce que le numérique va tout permettre, va faire tomber tous les murs. Et aussi va libérer l'artiste du joug de... des maisons de disques, des grands tourneurs, des grandes maisons d'édition. Mais c'est pas le cas avec. Je pense que c'est pas le cas parce que MySpace, d'ailleurs, qui vient de perdre tous les masters avant 2000. Bon, ça, en tout cas, le crowdfunding. Je pense que le sujet, c'est que tous ces filtres, il faut les repenser et il faut leur donner du sens par le numérique. Et que le musique est maintenant, à mon avis, n'est plus du tout une menace, mais une opportunité énorme pour toutes ces industries et donc toutes ces entreprises, de la plus petite à la plus grande, pour redonner un sens aussi à leur travail et peut-être aussi un peu la quantifier et la justifier. Regardez, moi je travaille pour le Prodis, qui est le syndicat français du spectacle vivant et de variété. Sur des sujets d'innovation, le numérique est une opportunité immense devant ces acteurs-là, parce qu'il n'y a pas forcément ce sentiment de menace d'une substitution par le numérique, comme il y a pu avoir dans la musique enregistrée, où j'ai travaillé pendant 12 ans, où le MP3 gratuit versus un disque payant, forcément, ça fait peur. Aujourd'hui, par exemple, le streaming dans le monde de la musique enregistrée est le moteur de croissance de l'industrie, d'un point de vue chiffre d'affaires, mais aussi d'un point de vue nouvelles opportunités de connaissance des audiences par toute la data qui est captée, nouvelles formes d'engagement avec les audiences, nouvelles opportunités de création de partenariats, justement à la croisée du live avec la musique enregistrée. Je pense que les opportunités elles sont immenses, mais il faut un moment que tous les acteurs autour de la table respirent un bon coup et se disent on n'est pas tous en train de menacer le petit voisin, le numérique n'est pas un ennemi, l'artiste n'est pas prisonnier du joug de je ne sais pas quoi, et aussi à un moment, ça c'est un autre sujet, mais il va y avoir besoin dans un monde désintermédié de filtres, donc de professionnels qui vont être formés pour accompagner l'émergence des artistes vers leur public. Parce que quel est le rôle d'une école telle qu'Audencia dans tous ces changements? Est-ce qu'il n'a pas un rôle justement à jouer pour la formation des futurs? Si, évidemment, c'est de leur donner déjà accès à ces enjeux-là, de leur permettre d'appréhender ces enjeux-là, bien sûr, et de penser leur projet professionnel par rapport à où je me positionne dans ce paysage qui est quand même en pleine recomposition. Moi, je suis d'accord, à un moment donné, se dire on se passe des structures intermédiaires, on se passe de médiation, c'est quand même quelque chose de très compliqué à imaginer, ne serait-ce que parce que le mythe, même si on dit à nos étudiants soyez entrepreneurs, le mythe de l'artiste entrepreneur à 360 degrés a quand même largement vécu et abandonné à certains endroits de la planète, et qu'on voit bien qu'il arrive quand même à un moment donné de la professionnalisation et du volume d'activité où j'ai à nouveau besoin de ces structures intermédiaires, de cette médiation, de l'accès à mon public et comme le dit Yvan, de poser les choses parce que même si on est plus réactif, polycompétent et mouton à 5 pattes, on ne peut pas être l'expert quand même de l'amont et de l'aval de la chaîne de production, de la création à la diffusion d'une œuvre. Donc bien sûr qu'il faut quand même leur permettre de penser ça, de se dire certes dans ma tête je suis agile et j'ai connaissance de ces éléments-là, mais où est-ce qu'est ma valeur ajoutée sur ce marché, quelle activité je propose, et je pense qu'on reviendra effectivement aux structures intermédiaires. Juste pour compléter, ça me fait penser aussi quand même à une mutation organisationnelle. Je pense que pour que les ICC évoluent dans cette recomposition et dans ces porosités, ces hybridations qui se mettent en place, on va aussi avoir besoin d'innovation sociale dans les formes organisationnelles, à savoir penser les choses en coopérative, penser les choses en mutualisation, penser les choses en transfert de compétences, en innovations diverses, qui font que je ne suis pas pensée simplement en opposition avec mon voisin et avec le producteur d'à côté ou avec l'artiste qui est juste à côté de moi sur le territoire. Je peux construire les choses dans des formes de coopétition ou de coopération bien pensée et qui supposent des innovations parfois juridiques, parfois sociales, organisationnelles. C'est aussi sur ce volant-là qu'on va, nous, aller former les étudiants pour penser l'ensemble des facettes de leur activité, y compris là où il y avait un vrai impensé, en fait, sur la structuration juridique. On était toujours sur soit l'ASSO, soit la SARL, enfin voilà. Et une opposition des mondes. Je pense qu'on vit dans un monde plateforme et qu'il est bon de penser les expertises au même titre que les organisations, d'essayer de revenir à l'essentiel et de se faire soi-même sa propre autocritique ou en tout cas un examen, pas de conscience, mais à quoi je sers dans la chaîne. Mais de valoriser ça pleinement et d'être capable aussi d'être interconnectable avec le reste du monde, du plus petit au plus gros des agents économiques et sociaux, parce que
pense qu'un des enjeux, c'est ça, c'est d'arriver à montrer dans un monde de service à quoi je sers en tant qu'organisation et pourquoi un artiste viendrait faire appel à moi pour aller toucher son public, percevoir la rémunération, etc. De manière transparente aussi, parce que c'est un autre aspect très important. Très bien, on a très envie de continuer ce débat éternellement, mais il va falloir passer à la 4e partie qui s'intitule « Culture et création pour transformer l'entreprise ». En quoi le secteur culturel peut-il être intrinsèquement porteur du changement dans l'entreprise? C'est tout de suite avec la 4e partie. Bienvenue dans cette 4e et dernière partie consacrée à la création pour transformer l'entreprise. Alors là, on est carrément allé au-delà, qu'on pousse encore à la réflexion. Alors en quoi le secteur culturel peut être lui-même porteur du changement dans l'entreprise? Alors moi, je vous pose une question à tous les deux, qui veut répondre en premier. Le créateur, est-ce que c'est la figure exemplaire du nouveau travailleur, du nouvel employé? Alors, ça a été ce que Menger, pour ne pas le nommer, a proposé. Effectivement, ce qu'on racontait tout à l'heure, d'une habitude de multi-activité, de beaucoup de flexibilité, de travailler par projet, d'être sans arrêt proactif et de fabriquer son propre job. Tout ça, les artistes le font depuis longtemps et c'est devenu des leitmotifs dans le monde du travail. Donc, on a pu dire le travailleur culturel devient le modèle du travailleurs en général. On a pu dire aussi l'artiste, c'est le modèle de l'entrepreneur, le modèle du grand patron, etc. Au-delà de cette histoire de modèle, de façon plus profonde, on peut dire qu'il y a ce qui s'appelle fertilisation croisée, c'est-à-dire enrichissement mutuel, du moment qu'il y a des qu'on peut créer des entreprises culturelles, qu'on peut penser une entreprise dans le domaine culturel, on va repenser à la fois l'objet culturel, les productions culturelles autrement, puisqu'on va penser plus, en même temps que le produit, que la production, on va penser sa diffusion, la plateforme de diffusion, son public, la manière dont je me connecte aux autres acteurs. Mais en même temps, je vais penser autrement la manière dont je gère cette entreprise-là, dont je la manage, dont je pense sa stratégie, son business plan, ses levées de fonds, etc., etc. Donc il y a modification mutuelle de l'un par l'autre. Parfois on parle de spillover aussi. Quel est l'effet induit de la culture sur le reste de l'économie? Et en quoi, du coup, les ICC en elles-mêmes peuvent soutenir cette créativité et l'innovation carrément en entreprise? Alors je pense à deux niveaux. Il y a un niveau simple qu'on retrouve beaucoup plus dans les aspects marketing et communication, c'est-à-dire les marques deviennent des médias et pour porter du sens, elles ne peuvent plus se permettre uniquement de parler de leurs produits et de ses vertus, mais elles doivent amener de la symbolique, elles doivent amener de l'engagement, elles doivent amener de l'émotion, et il n'y a pas meilleur, a priori, vecteur d'émotion et d'engagement que la culture et en tout cas les produits culturels, notamment la musique, le jeu vidéo. On voit de plus en plus de marques sponsorisées. C'était un peu la forme ancienne, le sponsoring. Maintenant, les marques deviennent partenaires, voire producteurs de contenu et d'expériences. Et je pense là, on donne quelque chose de vraiment très intéressant. Red Bull qui produit des expériences de sport extrême ou des expériences complètement, je pense, des marqueurs à l'échelle du temps humain. C'est-à-dire quand il y a quand même quelqu'un qui fait un saut depuis l'espace, c'est pas culturel, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils ont créé une expérience qui n'a rien à voir avec de la boisson énergisante, parce qu'ils arrivent comme une symbolique très forte. Et ça, je pense, c'est un des sujets. Et le deuxième, c'est aussi que, notamment les industries de contenu, donc musique, jeux vidéo et un peu l'édition, ont vécu la révolution digitale au début comme un bouleversement très brutal et potentiellement agressif, mais aussi ont su embrasser le virage numérique, donc avec les plateformes telles que Deezer, etc. Et aujourd'hui, ce sont des laboratoires des nouveaux usages, des nouvelles formes même économiques, des formes mixtes, gratuits, payants, etc. Et donc, ce qui est très intéressant avec les industries créatives, elles peuvent être aussi une source d'inspiration pour des nouvelles types d'économies, et qu'on retrouvera après dans plein d'autres secteurs. Vous allez à Station F où il y a pléthore de start-up. Très peu sont dans les industries créatives et culturelles. D'ailleurs, ça c'est peut-être un appel à Roxane Varza et tout le monde. Allez-y, embrassez ce secteur parce qu'en France, on a tous les talents pour le faire. Mais surtout, ce qui est intéressant, moi qui travaille là-dedans, j'ai déjà gravité dans cet écosystème de start-up. Il y a plein de parallèles passionnants où les industries culturelles et créatives et les start-up créatives étaient là avant et ont déjà servi un peu de laboratoire à des nouveaux modèles d'abonnement, des nouveaux modèles basés sur les communautés, des nouveaux modèles basés sur les influenceurs, etc. Donc je pense que c'est en ça qu'il y a pas mal de choses qui s'opèrent. Le contenu, où il y a cette agilité, cette capacité à engager des communautés
plus forte qu'ailleurs, et deux, des nouvelles formes, des nouveaux modèles économiques que les industries créatives ont su embrasser, malgré tout ce qu'on peut dire sur la résistance et le conservatisme des industries culturelles. Je pense qu'elles sont quand même en avance de phase sur pas mal d'autres secteurs, même hors des industries créatives, dans ces nouvelles formes de consommation. Et ça, voilà, je pense que ça peut être les deux combinés. Je pense qu'au niveau organisationnel, on a d'autres enjeux. Tout à fait. Les nouveaux modèles, on parle de business model, mais il n'y a pas que ça. Le fonctionnement d'une start-up ou d'une entreprise culturelle, petite ou moyenne, va forcément avoir des circuits, par exemple, de prise de décision différents. Va avoir des systèmes de réflexion stratégique différents. Et ça, c'est très intéressant à transposer. Au-delà de ça, on parlait de contenu, donc production de contenu. Donc les marques produisent du contenu, comme Red Bull. On pourrait faire remonter ça à Apple, qui, pour mieux définir ses produits informatiques, a décidé de travailler et de redéfinir la relation de l'homme à l'ordinateur. Maintenant, c'est devenu... ça a eu un très fort impact culturel dans notre monde. Mais au-delà de ça, de nos jours, on peut même pronostiquer, et c'est ce que Audencia, on a anticipé en créant le Master de Management des Entrepreneuriats dans l'économie créative. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'économie créative va s'étendre au-delà des ICC, des industries créatives et culturelles proprement dites, pour englober peu à peu tout le reste de l'économie où n'importe quel produit devra inclure et devra proposer une dose de valeur culturelle. Pas rajouter comme une couche marketing, pas accompagnant comme des actions comme pour Red Bull, on a des boissons énergisantes, et puis à côté on a des événements culturels, mais de plus en plus on va avoir des produits un peu comme les Macintosh qui vont devoir véhiculer en même temps que leur valeur fonctionnelle utilitaire, ils vont devoir véhiculer du sens de la fonction culturelle. Et là, pour penser ça, il va falloir plusieurs nouvelles générations de professionnels qui devront connaître à la fois ce que c'est que la création, ce que c'est que la culture, le créateur, les créateurs, ce que c'est que le management, l'organisation, et qui savent les hybrider, et qui savent se poser à la frontière, interagir avec beaucoup d'acteurs et travailler. Donc le profil type, c'est avoir des acteurs qui sont culturels, créateurs, qui vont travailler dans des industries non créatives, non culturelles. Typiquement, on pouvait avoir déjà, il y a bien longtemps, un designer textile qui travaillait dans l'industrie automobile. Ça, c'est appelé à généraliser. Et de la même façon, on va avoir de plus en plus de personnel qui sera non culturel, non créateur lui-même, mais qui, parce qu'il aura compris comment marche la création, qu'il aura compris comment on peut infléchir les modes de gestion parce qu'on est dans la création, vont aller travailler, alors que ce n'est pas leur formation, avec des créatifs, avec des artistes de plus en plus. Ce à quoi prépare Audencia avec sa spécialisation. Je pense que c'est une notion de soft power appliquée au monde de l'entreprise, qui vaut au niveau des États et au niveau même des grands continents même. L'Amérique, elle est dominante encore aujourd'hui parce qu'elle a la Silicon Valley et Hollywood et Los Angeles avec les Capitol Records qui sont un terreau, et les deux ensemble, c'est donc la diffusion du contenu à l'échelle mondiale en temps réel. Ça fait un leadership assez indiscutable. Tencent en Chine est en train d'arriver. Tencent, un grand acteur technologique qui a 10% des parts de Spotify, qui a un énorme service de musique, un service de vidéo, un service pour les créateurs. Voilà, ce mélange des gens, il est de toute façon, il est là. Aujourd'hui, il est plutôt occupé par des grands acteurs technologiques qui utilisent le contenu, comme un laboratoire et un vecteur d'engagement, mais demain, ça pourrait être des entreprises automobiles, des acteurs beaucoup plus traditionnels. Parce qu'il y aura une quête de sens aussi, de toute façon, même en interne, pour garder les gens, il y aura cette quête de sens qui sera là. Okay. Comment on peut imaginer justement comment on va évoluer les choses dans l'industrie culturelle et créative, et est-ce qu'on peut anticiper ça en formant des managers qui seront prêts justement à appréhender tous ces changements? Alors, on travaille en ce moment avec nos étudiants d'entrepreneuriat et de management dans l'économie créative. On travaille actuellement avec des acteurs locaux autour de Nantes sur des cas très concrets de management d'entreprises ou d'activités qui ne sont pas du tout culturelles. On travaille aussi bien avec on a travaillé avec le service de collecte des déchets de la ville de Nantes, par exemple, sur se demander est-ce qu'en introduisant de l'art, de la pratique artistique dans l'activité de collecte des déchets, on ne va pas pouvoir résoudre des problèmes très concrets, comme par exemple la dispersion sur 3 sites géographiques qui posent des tas de problèmes organisationnels.
voilà, on travaille actuellement avec l'université sur d'autres problématiques. Donc oui, il y a une manière de pouvoir transformer des modes d'organisation, mais ça, c'est des choses qui sont appelées à se développer. On pourrait dire que le futur des industries créatives et culturelles, ce serait que la totalité de l'industrie devient créative et culturelle et fonctionnelle en même temps, et que donc on a toute industrie. C'est pronostiqué déjà, c'est déjà pronostiqué par les futurologues, les penseurs de l'économie créative, qu'effectivement, l'ensemble de l'économie devra être créative et culturelle, en plus d'être fonctionnelle, scientifique, efficace, etc. Moi, j'ai la chance aussi d'intervenir dans ce master sur les sujets de transformation numérique. Et j'interviens aussi à l'EMIC sur les mêmes sujets autour de la data, aussi des stratégies consommateurs. Il y a un sujet qui, à chaque fois, remue beaucoup les esprits et nous emmène sur des discussions de prospective. Donc, pour répondre à votre question, il y a un des sujets en ce moment qui fait beaucoup de débat, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va amener comme opportunité et comme potentiellement menace pour l'humanité, même pour la société et donc pour les organisations? Et un des postulats, c'est que ça va libérer du temps, s'il faut juste parler de ça. Et donc, a priori, ce temps libéré... Pour la création. J'espère, en tout cas. En tout cas, faisons en sorte que ce soit pour espère, la créativité. Merci beaucoup à tous les deux, tous les quatre, d'avoir été avec nous pour ce débat consacré à la culture et entreprise. Merci à Audencia Business School pour son rôle dans toute cette expertise. Merci à vous d'avoir suivi cette orale thématique. À très bientôt sur Campus Chanel.